Bonjour à tous et merci d'être présents ici à ce Smart Meeting dédié à l'économie circulaire. Comment est-ce qu'elle peut être un moyen de développer durablement nos îles et faire en sorte que l'innovation trouve une issue dans ce cercle vertueux. On a avec nous aujourd'hui nos intervenants. Sylvie Furet. Sylvie qui est en charge de l'accompagnement des entreprises françaises dans leur développement à l'international depuis 30 ans. Elle a développé son expertise dans l'univers de l'industrie, du tourisme, de la filière sport, de la santé et de la décoration. Après 5 ans, au sein de Business France Vietnam, elle a rejoint Business France Paris pour piloter l'activité sur le périmètre des clean tech. On a également avec nous Céline Charpio-Zapolski, qui a pris une carrière chez Capgemini en tant qu'account exécutif pour les institutions européennes, a rejoint le groupe Linagora en tant que membre du board. Elle a fondé et elle dirige la filiale vietnamienne du groupe, tout en ayant les fonctions de directrice commerciale du groupe. Beaucoup d'activités pour toi, Céline. On a également avec nous Cyril Rebouillat du club EPER, donc le club des entreprises polynésiennes éco-responsables. Il a été consultant en organisation et certification ISO 9001 auprès principalement de PME du BTP en France, puis il est arrivé en Polynésie en 2001, où il est responsable qualité, sécurité, environnement et logistique chez Cegelec, qui est une société de Vinci Énergie qui apporte du service à valeur ajoutée dans le secteur de l'énergie et du numérique. Avec nous également Arnaud Leroy. Arnaud Leroy, président directeur général de l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors Arnaud a un parcours très intéressant que je vais détailler pour mieux comprendre son background. Il est diplômé en droit maritime, droit international de la mer et protection de l'environnement. Il commence sa carrière au Parlement européen comme assistant parlementaire. Il devient ensuite secrétaire général de la délégation des Verts, puis prend en charge la protection de l'environnement marin et des questions liées au changement climatique au sein de l'Agence européenne de sécurité maritime. En 2005, il rejoint le Parti socialiste. Il siège pendant 5 ans à la Commission du développement durable et à l'aménagement du territoire, et ainsi qu'à la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, où il suit particulièrement les textes liés à la transition écologique et énergétique. Et j'ai sauté une ligne, il a été aussi élu député de la 5e circonscription des Français établis hors de France. Il est l'auteur et le rapporteur de la proposition de loi Leroy sur l'économie bleue qui a été adoptée en 2016 et qui comporte des mesures pour simplifier et faciliter la relance et le développement de l'économie maritime. Il a également présidé le groupe d'études sur les changements climatiques à l'Assemblée nationale et coprésidé l'association Bilan Carbone. Et il est par ailleurs membre du bureau exécutif de La République En Marche en charge des questions internationales. Et ensuite, avec nous également, qui n'était pas prévu au programme initialement, je l'ai découvert, mais c'est Jean-Claude Escriva. Jean-Claude qui était responsable d'innovation de nombreuses années au sein de PME et de grands groupes industriels. Il possède un large spectre de compétences qui vont du bois à la pile combustible en passant par l'électronique. Il est le fondateur de Sofrinov, qui est une solution d'assemblage maligne de type Lego de palettes pour réaliser des constructions en bois. Et il a fait sienne la devise de Saint-Exupéry. Dans quelque domaine que ce soit, la perfection est enfin atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Alors, pour démarrer cette table ronde, je vais commencer avec toi, Arnaud. L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans l'environnement, dans le domaine de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Et la transition vers une économie circulaire est un des piliers de l'ADEME. Est-ce que tu peux nous dire comment l'agence accompagne les territoires insulaires vers cette transition ? Bonjour à toutes et tous. Alors, comment on accompagne ? Simplement, peut-être pour faire un peu d'historique, l'ADEME, c'est donc une structure de l'État français, un établissement public qui est né d'une fusion de 3 structures, et dans l'une de ces structures, c'était ce qu'on appelait l'ANRED, donc l'Agence nationale des déchets. Donc on a eu cette culture très longtemps, et depuis très longtemps à l'ADEME par rapport aux déchets. Et donc, sur l'économie circulaire, depuis 2015, la loi sur la croissance verte qui a été adoptée, l'économie circulaire est apparue
dans le droit positif. En tout cas, on commence à parler d'économie circulaire à côté des simples déchets. Je pense que c'est important de préciser tout ça. Et donc, l'ADEME, depuis très longtemps, était un petit peu en avance sur l'émergence de secteurs économiques. Il y a pas mal d'acteurs avec lesquels on a des discussions sur les éco-PME, éco-TPE, comme on peut avoir ici avec le club, pour voir un petit peu comment la question de ce qui peut être considéré par les uns comme des déchets peut être une ressource pour les autres. Est-ce que peut-être on peut rappeler la définition de l'économie circulaire ? L'économie circulaire, bêtement, c'est le contraire de l'économie linéaire. Donc l'économie qu'on connaît tous aujourd'hui, à savoir vous produisez quelque chose, on va extraire des minerais, des produits, des matières premières, on fabrique quelque chose sans prendre en considération la quantité de matière qu'on a besoin pour faire une chaise, par exemple. On fabrique une chaise, et cette chaise, quand elle a fini d'être utilisée, elle est encore en bon état, tout ce qu'on veut, on la balance souvent. Donc soit on va l'enfouir, soit on va la brûler. Et l'économie circulaire, c'est réfléchir à combien vous mettez de bois, de cuir pour faire une chaise. Donc en travaillant, on arrive à faire les mêmes chaises, le même confort, la même résistance, avec 20 à 35% de matière en moins. Et surtout, cette chaise-là, elle sera pensée pour être démontée, donc éventuellement réutilisée. Et surtout, si elle est valorisée de manière énergétique, par exemple, ça sera toujours au minimum et jamais elle sera enfouie, par exemple. Donc elle aura toujours une vie, donc il y a cette question de boucle. Et c'est quelque chose d'important, notamment dans des milieux insulaires, où on sait que la Terre n'est pas infinie, peut-être plus qu'ailleurs, et même en France métropolitaine, on a des sujets aujourd'hui sur l'espace dédié à l'enfouissement des déchets. On voit qu'on a une intolérance de plus en plus forte au fait d'incinérer. Donc quand on incinère, aujourd'hui, on a des problèmes assez conséquents avec le voisinage pour des problématiques de pollution de l'air. Donc il faut réfléchir autrement. Et surtout, et ça c'est quelque chose d'important pour faire le lien avec les changements climatiques, et je sais que ici, dans cette partie-ci du Pacifique, c'est un sujet important. La question de l'économie circulaire, c'est surtout de réfléchir en prenant en considération la raréfaction des ressources. Donc que ce soit le bois, les matériaux notamment de construction, pour éviter d'aller chercher des cailloux en plus, faire du ciment en plus, quand on peut déjà beaucoup recycler et réutiliser, réemployer. Donc dans notre quotidien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille par exemple sur la question des bouteilles en plastique, la question de l'usage du verre, la question de certains plastiques qu'on peut réutiliser, en tout cas comme le PET. Donc nous, on promeut, on essaie de pousser vers des matières qui sont réutilisables, recyclables, parfois valorisables. Donc ça, c'est des sujets importants. Et comment on essaie d'accompagner les îles ? C'est justement en travaillant avec les entreprises, parce qu'il faut qu'on fasse un inventaire. Chacun ne sait pas ce que fait l'autre, souvent, notamment dans certains quartiers ou certaines zones d'activité. On voit très bien qu'en mettant les gens autour d'une table, en créant des programmes d'écologie industrielle territoriale, ça s'appelle, on arrive à échanger par la connaissance de son voisin, par exemple qui utilise du bois. Il y aura des déchets, l'un a besoin de bois pour une chaudière, ou éventuellement a besoin de chaleur ou d'énergie. On peut donc faire un lien et nous, l'ADEME, financer le passage à une chaudière biomasse pour qu'on puisse utiliser les déchets de l'un comme ressource pour l'autre. Pareil sur la question des plastiques, de la ferraille. Donc on essaie de travailler à ce bouclage-là. Donc on s'appuie sur des associations comme celle de mon voisin, où on essaie de promouvoir exactement tout ça, d'expliquer par exemple au pouvoir public qu'il faut peut-être rénover plutôt que de construire des bâtiments neufs, parce que justement la signature carbone d'un bâtiment neuf est beaucoup plus forte qu'une rénovation. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent oui, mais quand on bâtit quelque chose de neuf, on peut embarquer les technologies les plus modernes. Certes, mais on voit que sur la durée de vie d'un bâtiment, jamais on rattrape la facture carbone, même en mettant les installations les plus modernes par rapport à une très bonne rénovation. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de travailler, d'expliquer, que ce soit avec les élus locaux, les élus nationaux. Donc on a vu les ministres, pour l'instant la ministre de l'énergie qu'on a rencontré hier pour échanger. On voit le ministre de l'Environnement lundi avec le président pour justement expliquer un petit peu tout ça et voir comment nous on peut accompagner aussi avec des instruments financiers de formation. Donc on a quelqu'un qui s'occupe de la relation avec les élus, les entreprises ici à Papeete, pour justement faire rentrer la Polynésie française dans cette culture de l'économie circulaire. Merci, c'est très intéressant Arnaud. Ça me fait penser, parce qu'on est focalisé sur l'idée des smart cities. Ici, on est plutôt dans une démarche de smart island. Et je voulais voir avec toi, Céline, tu as mené un projet, ou tu es en train de mener un projet assez intéressant de ville durable à Hanoï.
en faisant collaborer start-up, citoyens, entreprises, institutions, associations, pour créer une ville plus durable, justement. Donc, être dans une démarche de collaboration, de partage d'informations. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire comment est-ce que ça se met en place, un tel projet, à l'échelle d'une ville, déjà ? Oui. Pardon. Oui, donc moi j'ai été mandatée par le maire de Hanoï, en fait, qui a fait de toute la partie développement durable une de ses priorités de son mandat. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses donc il y a une vraie grande stratégie, mais au-delà de ça, en fait, ce qui l'intéressait en venant me voir, c'est de me dire, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes d'innovation un peu partout dans le monde, mais surtout en France aussi, et moi j'aimerais en fait construire des solutions qui soient viables en fait par rapport à notre problématique, donc hyper croissance des villes, forcément. Un gros sujet en fait sur la pollution des eaux, qui est quand même un gros, qui est partout en fait au Vietnam et en particulier à Hanoï. Et puis l'idée que, et moi de mon côté en fait, j'ai toujours pensé que sur ces sujets de développement durable, l'innovation ne peut pas venir de la métropole ou même d'Europe ou d'Amérique, mais j'ai vu tellement d'innovations venir d'Afrique. Moi j'ai un exemple en fait d'une de ces startups en fait en Côte d'Ivoire qui en fait a fait de l'innovation en utilisant les citoyens ou les besoins des citoyens sur toute la partie recyclage en fait des bouteilles d'eau en plastique, en fait en l'occurrence. Ça a commencé juste par du ramassage et en fait pour mobiliser les citoyens pour ramasser, en fait ils leur donnaient des bouteilles contre des minutes de téléphone. Tu parles de Coliba. Coliba, exactement. En Côte d'Ivoire, qui a été l'un des participants à notre concours Tech for Island. Voilà. C'est super ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, je les suis depuis le début, Yaya. Donc, vraiment, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Donc, des bouteilles d'eau contre des minutes de téléphone. Et au fur et à mesure, ça a pris. Ils ont construit la première usine en fait de recyclage des bouteilles en fait en Côte d'Ivoire. Et tout ça en fait en utilisant le numérique finalement comme un moyen d'atteindre en fait les citoyens pour qu'ils puissent être mobilisés. Au Vietnam, c'est pareil. En fait, on a plein de petites innovations qu'on voit apparaître. J'en ai une en tête. Alors, vous me direz que c'est pas très technologique, mais en fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait construire autour de ça. Mais effectivement, c'est les pailles en fait faites. Alors c'est bien, il y a tout le bambou, ça tout le monde connaît, et voilà. Bon, il y a quand même des sujets en fait en termes de santé en fait sur le nettoyage en fait des pailles en bambou, etc. Et effectivement, au Vietnam, ils ont développé, c'est un agriculteur d'ailleurs dans le sud qui a développé des pailles basées sur des végétaux en fait. Donc c'est usage unique, donc safe point de vue santé, on va dire. Mais effectivement, l'idée c'est qu'aujourd'hui, il utilise la technologie pour créer plus de volume et puis pouvoir en fait aider en fait. Donc là, on l'aide sur la recherche en fait et le développement pour aider à ça. Et donc sur le Living Lab à Hanoï, l'idée c'est de dire, en fait, on va mobiliser dans un seul endroit les gens qui sont intéressés en fait à construire des solutions ad hoc pour les besoins en fait du Vietnam et en particulier de la ville de Hanoï. On met les grandes entreprises, on met les startups, on met les universitaires, on met les pouvoirs publics aussi qui ont des problématiques et qui ne savent pas comment les traiter. Et puis surtout, on met les citoyens parce que un des sujets en fait sur toutes ces problématiques liées au développement durable, c'est que l'avantage, c'est qu'on a peu de difficultés à embarquer en fait les citoyens pour qu'ils puissent en fait, parce qu'ils se sentent concernés, et en se sentant concernés, l'open innovation et tout ce qu'on peut en fait tirer en fait de l'intelligence collective qu'on va pouvoir mettre dans un seul endroit, et ben effectivement ça nous permet en fait de développer des vrais services innovants qui sont pas des services copiés avec ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs ou dans les pays en fait développés, mais qui sont dédié à une problématique particulière. Donc là, on a un vrai sujet sur la partie de la gestion des déchets au Vietnam. Voilà, donc là, il y a effectivement comment on embarque en fait la population là-dedans, et on le fait avec la techno parce que c'est aussi
il y a aussi un sujet ludique et une vraie appétence en fait des Vietnamiens sur cette partie techno et des vrais start-upers aujourd'hui qu'il faut qu'on aide en fait dans leur démarche en fait. Voilà. Tu parles beaucoup de tech, mais on verra que les low-tech sont aussi un des axes de développement. La tech est pour l'économie. Tech et low-tech, il y a tech dedans, donc effectivement c'est un mix en fait. On verra ça. Plus l'intégration en fait de la population. Je pense que c'est là en fait où on se rejoint beaucoup, y compris sur la low-tech. Ouais. Alors je reviens sur un sujet qui est important pour beaucoup de villes et spécialement pour les territoires insulaires, c'est la partie gestion de déchets et énergie. Et j'aimerais voir avec toi, Sylvie, au sein de Business France, tu as une vue globale quand même sur l'ensemble des clean tech qui œuvrent dans ces domaines-là. Est-ce que tu as des exemples à nous citer? Parce que c'est vraiment des problématiques clés pour nous ici. Oui, effectivement, on pourrait citer plein d'exemples. J'en ai retenu un. Justement, une entreprise qui a présenté son savoir-faire il y a une dizaine de jours au Club ADEME International, qui est la société Ecosun Innovation, qui est une filiale de Ecosun Expert et qui met en place des solutions solaires prêtes à brancher, en fait, pour des milieux insulaires ou difficiles d'accès. Ce sont en fait soit des kits qui sont prêts à être construits en modulaire sur un container maritime, sur une cabine de chantier existante et qui est autonome et qui produit sa propre énergie. Et donc là, ce système-là permet d'être coupé de tout ce qui est d'être au-delà des zones urbaines et d'être en autonomie. Ils ont également des mallettes de secours qui peuvent être transportées en bagage à main dans un avion quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça. On peut avoir ce bagage avec vous et vous êtes en autonomie pour du secours et pour l'accompagnement. Voilà un des multiples exemples. Il y a très très nombreux exemples d'installations, de réalisations qui sont présentés sur le portail France Ville Durable. Le portail France Ville Durable, c'est un portail qui représente toutes les initiatives françaises des territoires, des collectivités, des entreprises et des experts. Donc il y a ces 3 grands collèges et actuellement sur ce portail, il y a environ 400 contributions qui permettent de montrer des réalisations en France, à l'étranger. Alors il n'y en a pas encore en Polynésie française, mais il y en a dans les Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe. Donc moi je vous invite vraiment à être votre propre acteur sur ce site qui est en français, en anglais, qui va être en arabe à l'occasion du Forum mondial urbain. Et vous pouvez déposer en ligne vos contributions, vos réalisations. Cela permet de présenter d'une part votre entreprise ou le partenariat avec une collectivité locale et de montrer vos réalisations et vos savoir-faire. Et donc là, je fais un appel à contribution sur ce portail qui va être amené vraiment à être promu à travers le monde. Business France s'y engage, mais l'ADEME est partenaire également de ce portail pour montrer tous les savoir-faire qui existent, non pas seulement en France, mais aussi dans tous les Outre-mer. Merci Céline. J'ai l'impression qu'un des sujets clés pour l'économie circulaire, dans ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est d'arriver à rassembler toutes ces initiatives individuelles qui ont lieu un peu partout et d'arriver à partager l'ensemble des données de ces entreprises. Je pense par exemple, les déchets des uns peuvent être la matière première des autres. Encore faut-il être au courant que l'entreprise qui vit à 6 km de chez moi produit des déchets qui peuvent m'intéresser. Donc il y a un vrai sujet je ne sais pas comment on peut dire, de rassemblage ou de convergence de ces initiatives-là. D'écosystème, exactement. Jean-Claude, toi, l'économie circulaire, tu es un vrai acteur de cette économie-là, c'est une vraie partie prenante. Tu as créé une entreprise qui intègre ce sujet-là dans l'ensemble de sa chaîne de valeur avec Sofrinov. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Donc, très rapidement, on a essayé de pousser à son paroxysme la démarche. L'économie circulaire, nous, on repart de produits qui sont déjà dans une économie circulaire, c'est-à-dire la palette, pour pouvoir effectivement construire et bâtir des ossatures de murs, donc des constructions, tout type de construction en bois.
Mais la démarche aurait pu s'arrêter là. Il faut effectivement la pousser, et tu le citais tout à l'heure, c'est aussi en fait des circuits courts. On intervient partout en France, et il n'y aurait pas plus idiot, je dirais, d'aller construire à Gap des chalets en bois de palettes avec des palettes qui viennent de Toulouse. Donc on a cette chance en fait dans l'économie de la palette d'avoir un recycleur tous les 100 km, c'est de s'en approcher le plus. Lorsqu'on réalise un bardage, on a toujours une scierie à moins de 20 km, donc elle est plus chère certainement que les prix qu'on arrive à négocier à Toulouse, mais après, bon an mal an, entre le transport, etc., le bilan carbone, quelque part, est trop important pour aller chercher effectivement plus loin ce que l'on peut trouver tout de suite. Donc on pousse effectivement cette chanson sur l'ensemble de la construction, mais aussi sur l'engagement RSE en fait, de l'entreprise, parce que c'est un tout. Du moins, on essaye de le voir comme un tout, et on a des pièces à faire fabriquer, autant utiliser des ateliers adaptés. Ateliers adaptés qui vont être à proximité effectivement pour notre stock propre, mais qui peuvent être effectivement déportés en proximité du chantier pour réaliser en fait le chantier encore en mode circuit court. Le dernier appel que l'on fait et qu'on oublie souvent en fait dans le terme de l'intégration, c'est tout simplement la pénitentiaire. Et je fais un clin d'œil au ministère de la Justice qui nous aide énormément, qui dispose en fait d'ateliers pour ces prisonniers, qui sont des gens qui cherchent du travail, ils ont besoin de se réinsérer. Et donc on fait travailler un certain nombre de prisonniers effectivement à la production et la fabrication des pièces également. Donc on essaye en fait de voir l'économie circulaire non seulement effectivement comme un écosystème autour de la problématique bas carbone, mais également d'y intégrer tous les volets en fait sociaux et sociétaux qui se posent en fait aujourd'hui en France. Et vous avez des réalisations concrètes? Parce que l'idée est belle, moi je la trouve bonne et je la trouve intelligente, maligne. Qui sont les gens qui te commandent des constructions en bois de palette? Alors aujourd'hui, j'aurais tendance à dire des fous furieux. Tout simplement parce que les règles de construction en France sont très 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 bien bornées, et il est très très difficile effectivement de déroger et d'arriver à se faufiler. On se faufile en fait sur un domaine qui s'appelle l'habitation légère de loisirs, sur lequel là il y a encore pas mal de libertés, mais ces libertés-là on les prend, et puis on prend un risque entrepreneurial, là c'est clair, avec des constructions qu'on n'aurait pas le droit de réaliser, mais on les sait pérennes et on les sait effectivement durables. Donc on prend ce risque, on prend donc une garantie décennale qu'on n'a pas le droit de prendre en fait aujourd'hui, mais on les assure. Et ces risques aujourd'hui, effectivement, pour l'instant, ils ne sont pas avérés, tout simplement parce qu'on a fait énormément d'études, et là la technologie est venue pour nous aider, parce que on a cassé, on a fait intervenir énormément de laboratoires pour s'assurer que ce qu'on allait proposer n'allait pas tomber sur la tête des gens. Et donc, du coup, ces innovateurs nous ont permis aussi, en fait, parce que je dirais le client est tout autant un innovateur que nous, d'aller jusqu'à des constructions qui font 330 mètres carrés, qui sont entre guillemets impensables au départ, parce qu'effectivement, qui rentrent dans une case de réglementation dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. Mais le client prenant le risque avec nous, on y va, on fait voir, on fait des démonstrateurs, et on espère effectivement qu'un jour la réglementation viendra nous rattraper en disant il y a un mode dérogatoire qui vous permet de faire ceci. Faire bouger un peu les lignes. Ouais. Cyril, le club Éper en Polynésie, quelle est sa valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous réalisez ou vous avez réalisé sur le territoire? Alors déjà, je me satisfais de tout ce qui a été dit, parce que c'est la première valeur ajoutée pour moi du club. C'est ce que tu as résumé tout de suite, et ce qui a très bien été dit jusqu'à maintenant, c'est de créer du lien et de fédérer. De créer du lien effectivement entre les entreprises, de partager les bonnes pratiques, mais de créer du lien aussi entre le public, le privé, entre tous les gens qui sont là aujourd'hui, y compris les bonnes idées qu'on peut partager au Vietnam. Voilà. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de choses sont faites, chacun dans son coin, au niveau de chaque entreprise, de la plus petite comme de la plus grande. Beaucoup de choses sont initiées et sont écrites, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du pays, mais il manque encore une synergie pour que le système soit vraiment optimal. Voilà. C'était pas l'objectif à l'origine du club, qui a été créé sur un souhait, une initiative de l'ADEME et de la Chambre de commerce et du service des énergies. Au départ, pour avoir une représentativité du monde de l'entreprise sur ce sujet du développement durable,
Mais très vite, on a constaté que voilà, le problème de lien et de partager toutes ces informations est vraiment essentiel et on a encore du travail à faire. Voilà, j'en suis un exemple, hein, c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu et que je suis content qu'aujourd'hui encore ce sujet revienne. Moi, je travaille à Cegelec, hein, mon vrai métier, c'est pas président du club, c'est ma fonction à Cegelec, 200 personnes, certifiées 9001, 14001, 45001, fortement engagées dans ces sujets-là, avec une de mes casquettes qui est de gérer tout ça, et pourtant, il y a énormément d'informations que j'ai et que j'apprends uniquement depuis que je m'occupe de ce club. Donc, toutes les nos plus petites entreprises, hein, nos PME qui n'ont pas, soit pas forcément encore tout cet engagement, cette conviction, soit pas forcément le temps de s'occuper de ce sujet-là, il faut qu'on leur apporte l'information. Arnaud, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, mais c'était pas pour te couper, hein. Non, parce qu'il y a un sujet, parce que là on parle beaucoup économie circulaire, on va dire ressources et compagnie, mais il y a des éléments qui sont très importants et qui vont très vite, c'est les changements en termes d'usage. Parce qu'on voit par exemple sur certains bâtiments, une école qui est construite et qui est ouverte, on va dire 6h30 par jour, est-ce que c'est aujourd'hui un usage correct ? Est-ce qu'on ne peut pas faire d'autres choses dans l'école une fois que l'école, le temps scolaire est terminé ? Donc voilà, ça aussi l'économie circulaire. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que, ça nous touche nous en tant que citoyens parce que c'est des éléments qu'on paye. Donc par exemple, au lieu d'avoir un centre de spectacle et une école, on pourrait peut-être avoir une école adaptée et ça nous permettrait d'économiser de l'argent aussi. Le pouvoir d'achat, je pense que c'est quelque chose d'important. Et surtout, nous on l'a vu en France... France métropolitaine il y a quelques temps, on a une vraie difficulté aujourd'hui quand on aborde la transition écologique de faire rentrer ce qu'on appelle la question de la fin du monde et de la fin du mois. Le fait que tous ces sujets peuvent apparaître parfois comme étant chers et simplement, et c'est valable pour une grande partie, je pense, des personnes qui sont approchées par le club, des boîtes qui pensent que globalement l'économie circulaire, tout ça c'est des sujets pour les grands groupes ou les startups, et que toute une partie du monde économique n'est pas concerné par cette question-là. Nous, ce qu'on essaie de dire à notre échelle à l'ADEME, c'est 1, on est tous concernés, 2, c'est un modèle économique qui est amené à plus que se développer, s'imposer, et ceux qui n'y rentreront pas seront en difficulté dans 10 ou 15 ans, par des différents mécanismes de taxation, de TVA, on le voit très bien, on a quelques exemples à l'échelle internationale, mais je crois que la question des usages, du côté collaboratif, fait partie aussi de l'économie circulaire. Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde prenne ça en considération. Donc pour des sociétés, ça veut dire par exemple du prêt de matériel. Donc c'est quelque chose de nouveau. Ça peut faire émerger un acteur qui justement organise de la location avec plus de personnes, donc moins cher. Donc vous voyez, il y a une vraie remise à plat, une remise en question possible de tout un modèle économique. Et c'est vrai que là-dedans, la tech joue un rôle très important pour l'accès à l'information, le partage. Et je terminerai sur un point, parce que c'est quelque chose que nous, on voit monter et sur lequel on alerte. Et j'en ai parlé un petit peu hier, c'est le poids énergétique, d'un côté, ressources de la tech. Donc le low-tech est extrêmement important parce que, on se rend compte que ça génère beaucoup de déchets dont on ne sait pas nécessairement quoi faire. Hein, donc Mais en tout cas, simplement pour dire que sur les low-tech, la question que j'évoquais tout à l'heure par le fait d'aller chercher des ressources, là, on touche quelque chose d'important. Simplement pour vous donner quelques chiffres, quand on regarde la contribution carbone de l'industrie numérique, au sens large, on arrive à 2025 sur le peu de littérature qui est aujourd'hui disponible à l'équivalent des émissions en gaz à effet de serre de l'Inde, donc qui est le 3e ou 4e contributeur à l'échelle mondiale. Donc pour vous dire que c'est quelque chose d'important, avec des émissions qui grandissent et qui grossissent fortement chaque année, à un rythme assez conséquent, largement au-delà du transport aérien, du transport maritime, qui sont parfois dans les viseurs des activistes environnementaux. Donc pour vous dire que ce sujet-là du low-tech, il faut faire attention à ne pas
simplement dire la technologie et le numérique va nous aider, il va nous apporter aussi des nouveaux défis. Il faut qu'on les pense, je pense, avant vraiment de déployer à outrance le tech. Ouais, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs sujets dans ce que tu abordes. Il y a le fait qu'on oppose souvent écologie et économie. On pense souvent que se nourrir mieux ou être dans une démarche d'économie plus vertueuse, ça coûte plus cher, ce qui n'est pas forcément vrai. Après, il y a aussi un sujet intéressant qui est celui des techs. Je pense beaucoup à l'effet rebond. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Développer les technologies, oui, mais ça peut aussi amener à avoir un impact beaucoup plus grand. Je prends un exemple. Tout le monde parle de la voiture autonome. On se dit c'est génial la voiture autonome, tout le monde va en avoir, il y aura moins d'accidents, etc. C'est plus sympa de ne pas conduire et de faire autre chose pendant ce temps. Mais ça va peut-être mettre sur les routes de nombreux gens qui n'auraient jamais imaginé prendre une voiture, qui ne se déplaçaient pas. Par exemple, votre grand-mère qui se dit tiens, mais avec une voiture autonome, maintenant je vais aller voir mon petit-fils toutes les semaines. Ou les enfants qui allaient à pied à l'école et les parents vont dire c'est plus sécure, je vais les mettre dans une voiture autonome, etc. Donc il y a ce danger-là. Et dans le remodèlement de nos pensées sur les pratiques, aller vers la mise en commun, là il y a un sujet très intéressant. Est-ce que tout le monde est prêt à glisser d'une société plutôt individuelle à une société qui va être plus collective ? Ma voiture ne me sert pas uniquement qu'à moi, elle peut servir aussi à mon voisin parce que finalement je l'utilise 2 heures par jour. Pareil pour mes outils, et si on met ça à l'échelle de l'entreprise, comme tu dis, mettre en commun peut-être la logistique de transport, etc. Comment on fait bouger la société sur ces sujets-là ? Alors sur la solution économique, c'est important parce qu'on est là aussi pour ça, effectivement. Hein. Au niveau du club, nous, on est la distinction entre une association de protection de l'environnement et nous, c'est que nous, on représente le monde d'entreprise. Et que pour moi, c'est de faire comprendre aux chefs d'entreprise, effectivement, comme tu l'as bien dit, que environnement, ça ne veut pas dire forcément coût supplémentaire. Vous avez tous en tête les trois piliers du développement durable, hein, le social, l'environnemental et l'économique. Et pour moi, au niveau de nos entreprises, c'est ça. C'est d'arriver des solutions innovantes, bien évidemment, mais innovantes et qui permettent aussi économiquement d'être viables. On est dans le monde de l'entreprise, il ne faut pas se voiler la face. On est dans le monde de l'entreprise, donc l'aspect économique, il est primordial. Maintenant, il y a aussi des valeurs autres l'aspect économique, mais tout n'est pas incompatible. Et l'économie circulaire, c'est un bon exemple. En plus, dans notre contexte insulaire, on sait qu'aujourd'hui, un déchet, c'est bête à dire, mais on le rappelle à chaque fois, le déchet qui coûtera le moins cher et le moins de soucis, c'est le déchet qui n'existe pas. Le principe de l'économie circulaire, c'est ça, quoi. Donc, réduire ces déchets, c'est effectivement un acte environnemental, mais c'est aussi un acte économique. Moi, entreprise, si je réduis mes déchets, c'est bien, je réduis mon impact sur l'environnement, mais aussi je réduis mes coûts. Et vis-à-vis de notre sphère économique, c'est important, hein, et c'est pas péjoratif, au contraire. Tout est un tout, et ces 3 piliers du développement durable démontrent bien que tout a un lien, et qu'à partir du moment où on arrive à trouver la solution innovante, de faire le bon compromis entre le social, l'environnemental et l'économique, là on a tout gagné. Alors moi je voulais réagir sur la partie coût, technologie, etc. Merci de le préciser. On se bat, nous, depuis longtemps pour aussi qu'il y ait une évaluation en fait, sur la partie informatique et numérique de façon générale sur un ROI global. Moi, l'Inagora, c'est une société qui travaille dans l'open source. On est par essence en fait, sur des choses qui sont réutilisables pour la production en fait, de biens communs. Mais au-delà de ça, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que utiliser en fait, des logiciels libres, ça consomme entre 10 et 15 fois moins d'énergie que
d'utiliser en fait des solutions alors pour la partie serveur ou partie poste de travail que du Microsoft. Donc nous on arrive à faire tourner en fait sur des vieilles, très vieilles machines du software en fait qui ne peut plus tourner parce que il y a une course au CPU, parce qu'il y a une course en fait à un plus grand, à tous les postes en fait du poste de travail plus performants, plus puissants, plus ceci, plus cela, etc. Sauf que fondamentalement ce qui est important, c'est de dire de quoi on a besoin. Moi, je reviens toujours à la même chose, hein, pour ceux qui m'ont déjà entendu. C'est quoi le besoin et en fait, quelle est la technologie la plus adaptée par rapport à ça. Et effectivement, c'est aussi pour ça que des technologies comme l'open source se développent beaucoup en Afrique et sont utilisées beaucoup en Afrique parce qu'en fait, c'est les seuls qui peuvent fonctionner sur des postes de travail ou des serveurs, etc., qui peuvent dater, etc., pour la même performance. Que ce soit clair, hein, c'est pas du low cost pour low cost, low functionality, etc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième en fait, c'est que fondamentalement aussi sur l'open source, on est dans un modèle un peu différent de ce qu'on entend sur l'économie circulaire, puisque ce qu'on dit c'est que nous on est aussi dans la mutualisation. Et en fait, il vaut mieux travailler sur des add-ons en fait de features. Mais réutiliser ce qui a déjà été fait par d'autres. Donc là, en fait, on est sur plutôt de l'incrémental, plutôt que de je jette et je refais en fait entièrement en fait, pour mon besoin particulier. Et le troisième point, c'est effectivement une des choses sur lesquelles on milite, c'est que sur les 20 dernières années, en fait, la stratégie des DSI globalement, ça a été de dire une application, un serveur, une architecture. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt à développer des architectures qui sont complètement transversales, où en fait la donnée reste là où elle est, parce que ce qui coûte, hein, c'est le stockage en fait, hein, et donc ce qui consomme en fait de l'énergie, tout ce qui est énergivore, c'est quand même la partie donnée et le stockage, etc. Et donc, au lieu de répéter 15 000 fois la même donnée en fait, pour un usage spécifique, c'est de dire laissez les données là où elles sont et faisons juste le traitement qui soit utile. Donc on est aussi sur des modèles en fait, sur la partie technologique qui sont un peu différentes. Et je pense que en fait, les géants aujourd'hui du net, les GAFAM, Facebook, Google, etc., ils sont aujourd'hui en train de travailler enfin là-dessus. Mais ce n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Et je pense que pour le coup, il y a sur toute la partie, sur les nouvelles technologies et en particulier sur la partie durable, moi, dans le Living Lab, c'est vraiment là-dessus que je travaille. C'est-à-dire que je veux les gens qui viennent, les entreprises qui viennent, ils ont tous leur plateforme, ils ont tous ceci, cela, sauf qu'en fait, la première demande qu'ils ont, c'est je veux mon serveur, mon stockage, mon machin, etc. Et là, je dis non, hop, on fait une seule plateforme, vous venez vous connecter et en fait, je réplique rien. Donc, on est en fait aussi dans l'efficacité en fait, dans l'usage même de la technologie. On en vient encore à essayer de modifier les pratiques, essayer de tendre vers une sorte de sobriété énergétique, technologique. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, Arnaud ? Par rapport à des exemples concrets, il y a des choses qui marchent très bien, qu'on pousse avec l'ADEME, et on vient de signer le premier démonstrateur là, actuellement en France métropolitaine à Roubaix sur l'économie circulaire. C'est tout ce qui a trait aux familles zéro déchet. Donc ça peut paraître anecdotique, on prend 10, 15, 20, 30, 40 familles à qui on dit voilà, dans un an vous allez réduire vos déchets de 70%. Alors vous dites ça à la sortie de la supérette locale ici Carrefour, les gens vous regardent, quand on voit la contenance d'emballage d'un caddie, en disant le mec il a fumé, impossible. Et il s'avère que on y parvient. On y parvient, et ce qui est intéressant, c'est que, les familles se disent, mais c'est pas aussi compliqué que ça, quelques changements, donc il y a un suivi qui est organisé de manière mensuelle, tout ça, c'est quelque chose de très concret, qui peut être porté à l'échelle de toutes les tailles de collectivités, donc ça c'est un élément important, et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'effet rebond positif. C'est qu'à un moment donné, les gens se disent, attendez, vous êtes sympa, mais nous on nous demande de réduire nos déchets, on s'est engagé là-dedans, mais on serait content de trouver des magasins où il n'y a pas d'emballage. Et donc du coup,
à Roubaix, département du Nord, ville où on a quelques petits problèmes, on a vu l'émergence d'un collectif de commerçants qui, dorénavant, fait de plus en plus de vrac ou de l'emballage réutilisable, recyclable. Donc, tout ça a généré quoi ? Un club d'entrepreneurs également. Des gens qui se disent, mais attendez, mais il faut peut-être qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire pour qu'on puisse demain fabriquer des meubles avec les déchets des uns des autres, exactement dans cette logique-là. Donc vous voyez, ça c'est du très concret. Et on y parvient. Et les gens changent de manière positive. Il n'y a aucune astreinte, il y a aucun, on n'est pas là qu'un bâton. Et ça marche bien parce qu'on en parle aussi dans les écoles. Et donc, petit à petit, on arrive à infuser une grande partie de la société de cette façon-là. Et on est parti de quelque chose d'assez ludique, parce que je pense qu'il faut aussi, ça a été dit plusieurs fois hier dans quelques ateliers dans lesquels j'ai pu prêter une oreille, le ludique est important dans ce changement de société. Et voilà, donc c'est des éléments très concrets qu'on peut mettre en place assez facilement et qui fonctionnent. Donc il ne faut pas s'en priver. Mais il n'existe pas, par exemple, d'endroits, de lieux physiques qui seraient désignés comme étant des lieux d'exploration ou de mise en commun de ces ressources, de ces connaissances, de ces initiatives personnelles. Aujourd'hui, c'est très disséminé, très épars. Tu parlais de ce club d'entrepreneurs qui s'est monté sur ces sujets-là. Ailleurs, ça peut être une association. Ailleurs, c'est très disparate. Il n'y a pas d'homogénéité dans la manière dont on peut se rassembler sur ces sujets-là, voire même ne serait-ce que trouver l'information. Par exemple, aujourd'hui, j'habite en Polynésie, je suis une famille polynésienne, je souhaite m'investir dans une démarche zéro déchet. Je vais où ? À qui je m'adresse pour trouver un support ? Ils sont là les deux, à l'ADEME locale. Et ils vont tout vous donner. Voilà. Ouais. Mais c'est peut-être peu communiqué, je ne sais pas. Et c'est porté en local, la famille Zéro Déchet aussi. Il y a eu une conférence de presse assez récemment, la semaine dernière, sur les nouvelles familles qui viennent de s'engager. Et donc on essaye, donc c'est porté par la société civile, et l'ADEME est là pour aider, pour communiquer, donc conférence de presse. Et effectivement, on va essayer de monter encore un peu plus haut, d'accompagner plus de familles et de communiquer pour essayer d'avoir ce rebond positif. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ADEME et on vous enverra toutes les informations. Alors on a une question, Olivier. Oui, bonjour à tous. Non, mais c'était un complément. Alors, il en existe beaucoup des initiatives en Polynésie d'économie circulaire. Alors, je voulais d'abord féliciter c'est Jean-Claude, non, c'est ça ? Super projet, je suis un super fan. Donc, il existe beaucoup de structures en Polynésie qui se lancent dans l'économie circulaire. Alors, je regrette un peu que, du coup, elles ne soient pas présentes sur le plateau, là. Il y a notamment, juste là-bas, une jeune femme qui fait du recyclage de voiles de bateau. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais je vais vous en donner quelques-unes juste pour que vous ayez une vision un peu plus complète. Donc il y a l'association Outoir et à Nuit à FAA qui a une vestiboutique et qui fait du recyclage de bâches publicitaires. Vous avez Umamero à Roubaix qui fait également du recyclage de palettes pour de la menuiserie. Vous avez Nana Sac Plastique qui travaille aussi sur la gestion des plastiques et le recyclage du plastique. Vous avez la Fondation FAS, là, il y a un stand sur le recyclage de matériel informatique et la réutilisation. Et puis il y a toutes les discussions qu'on mène notamment avec Cyril du Club Épère, justement pour mieux valoriser ces outils-là. Alors moi je voulais revenir sur un élément sur l'économie circulaire. En fait, on réinvente un peu la poudre là en reparlant, parce que finalement les structures que je viens de vous donner, elles font de l'économie circulaire depuis pas loin d'une trentaine d'années pour certaines. Et les difficultés qu'elles rencontrent, c'est effectivement d'être plus visibles. Donc tu vois, c'était intéressant que tu dises, je ne sais pas trop ce qui existe, etc. En général, l'économie circulaire, elle a quand même été portée initialement par le tissu associatif, et pour les raisons qu'évoquait aussi Cyril, puisque l'économie circulaire, c'est une bonne façon de gagner un peu de sous quand on est une association et de faire fonctionner sa propre structure. Et donc naturellement, le tropisme des associations, c'est d'aller sur des activités d'économie circulaire, puisque ça leur permet, au-delà de leur objet social, de récupérer quelques francs, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous interpeller sur l'existence en Polynésie d'un très large tissu associatif
qui, et c'est une très bonne nouvelle, et Cyril l'abordait tout à l'heure, commence maintenant à travailler avec le milieu de l'entreprise. Alors je pense à Air Tahiti Nuit, qui a des contacts avec des associations pour le recyclage des vêtements des hôtesses de l'air, Carrefour ici, qui a des relations notamment avec Outoiré à Nuit sur le recyclage des badges publicitaires. Donc il y a pas mal d'évolutions récentes qui sont sur le rapprochement entre le tissu associatif et le monde de l'entreprise. Et à mon sens, l'économie circulaire, c'est aussi ça, c'est aussi recréer ce lien-là, puisque finalement, une entreprise qui s'inscrit dans une démarche RSE, comme nous l'a expliqué Cyril, qui cherche à maximiser ses impacts positifs sur l'économie certes, mais aussi sur l'environnement et sur le social, elle est très proche du fonctionnement d'une association qui, elle, cherche à maximiser ses impacts sociaux et environnementaux quand c'est l'objet d'une association. Donc finalement, l'économie circulaire, la RSE et le développement durable, je pense que c'est ça qui relie les différents acteurs, qui soient des entreprises ou des associations. Et donc à mon avis, le travail qui doit être mené, mais je pense que c'est aussi une partie du travail qui est mené par l'ADEME, notamment sur différents concours, les projets qui viennent d'être évoqués. À mon avis, si on veut accélérer les choses, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le paquet. C'est renforcer les liens entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, et puis donner les moyens aux uns et aux autres de bien travailler ensemble. Merci. Merci Olivier. Simplement rebondir sur un point important. Donc c'est vrai qu'on a la chance aussi bien dans ce pays qu'en France métropolitaine d'avoir un secteur d'activité qui s'appelle l'économie sociale et solidaire qui compte, qui est assez professionnel. Et je pense qu'un des enjeux de l'économie circulaire, et on le voit nous à l'échelle métropolitaine, c'est très important, c'est sortir, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, de la culture associative pour entrer dans le cadre économique stricto sensu. C'est des activités qui ont longtemps été subventionnées, et là on voit très bien qu'on arrive à faire émerger un secteur économique qui fonctionne sans subvention. On initie des choses, comme on a pu avoir des prêts bonifiés pour des startups, tout ça, mais économiquement c'est viable. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'économie circulaire. Il y a un modèle économique qui existe. Et on n'est pas dans l'anecdotique parfois qu'on a pu connaître il y a quelques années, une dizaine d'années, sur des opérations où on n'avait pas de professionnalisation, on ne faisait pas attention à la qualité. Ça a été dit tout à l'heure par rapport à la décennale, le fait que les gens qui aujourd'hui recourent à des achats portés aussi bien par des structures de l'économie sociale et solidaire ou des startups dans l'économie circulaire attendent des sujets de garantie, de qualité, au même titre que s'ils allaient chercher quelque chose de neuf d'une marque connue. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est que le consommateur, lui, fait la démarche, et il faut que le changement vienne aussi des acteurs de l'économie circulaire qui doivent se mettre, entre guillemets, au diapason des demandes de qualité, de suivi, parfois on n'en a pas parlé, mais de formation des gens qui s'installent dans la réparabilité, la réparation. Actuellement, pour ceux que ça intéresse, en France, on est en plein débat parlementaire sur une grande loi sur l'économie circulaire, avec des données très intéressantes sur la réparabilité de tout notre électroménager. On va sortir un indice de réparabilité, donc vous allez acheter demain un robot mixeur d'une marque nationale qui s'appelle Seb. Et vous savez que pendant 10 ans, vous pouvez réparer votre robot mixeur, que vous allez retrouver la pièce, qu'elle sera même disponible en Polynésie, parce qu'on va envoyer le code et que ça soit imprimé en 3D et ça ne sera pas transporté à travers le monde. Donc vous voyez, il y a des gros changements. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant de vraiment pousser ça avec la lecture aussi économique. On y arrivera, il y a de l'emploi à la clé. Donc c'est des choses que nous, on est fiers de porter à l'ADEME, et on serait ravis d'ailleurs de jouer cette rôle de plateforme encore plus pour mettre en lumière l'ensemble des activités, des initiatives qui existent depuis un certain temps. On le fait très bien partout ailleurs. On a fait des choses ici en Polynésie. Il faut leur donner une dimension, je pense, nouvelle par rapport à la criticité par rapport aux faits iliens. C'est compliqué. Et c'est une réponse, je pense, importante pour la Polynésie, l'économie circulaire. Jean-Claude, parce que c'est vrai que tu as un exemple comme disait Arnaud, d'entreprise qui gagne sa vie sur un modèle... Alors, moi, je précise ce qui a été dit, effectivement, et quand on prononce économie sociale et solidaire, ESS, ne jamais oublier que le premier mot, c'est économie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, il faut parler argent, il y a un moment, il faut qu'une structure tourne, il faut qu'il y ait effectivement un enrichissement, entre guillemets, potentiel. Le deuxième sujet, c'est, enfin, on en revient tous à un terme, c'est le juste besoin. Donc, revenir en fait à des fondamentaux, le juste besoin. Et j'aurais un des reproches, une petite pierre dans un jardin, mais on a une tendance en fait à oublier le juste besoin et à trop réglementer. Et en fait à créer des problématiques de développement pour les entreprises de par la réglementation. Donc
Mais le discours géré de l'ensemble des personnes ici sur le juste besoin est très très réconfortant parce qu'il faut s'arrêter au juste besoin. Et tout ça, l'élément fondamental de tout ce qui est dit là, c'est l'acte d'achat. C'est la notion d'acte d'achat responsable, que ce soit nous en tant que consommateurs et que ce soit les actes d'achat des publics comme privés. Je vais rénover une école, construire une école, c'est pour ça que j'aborde le sujet. À qui je vais donner mon marché? À qui je vais acheter? Donc évidemment, déjà pour quel besoin? Et après, qu'est-ce que je mets comme mon acte d'achat? Est-ce que je regarde uniquement le prix? Est-ce que je regarde le prix et la qualité, ce qui est quand même de plus en plus fait? Ou est-ce que derrière mon acte d'achat, j'ai aussi un acte sociétal et environnemental? Ça veut dire, est-ce que demain, moi, pour rénover mon école, je me contente de la rénover, ou est-ce que derrière, je la rénove avec des entreprises engagées dans ces actions sociétales environnementales? Est-ce que dans mon projet, j'ai inclus toute l'éco-conception? Dans la notion d'éco-conception, il y a plein de choses. Il y a effectivement, comme il a justement été dit tout à l'heure, quel matériau j'utilise, le cycle de vie du produit. Est-ce que dans 2 ans, je vais devoir changer toutes mes clims? Ou est-ce que finalement, je prends en compte dès la conception de mon projet les matériaux qui vont pouvoir durer plus longtemps? Est-ce que j'ai pris en compte tout ce qui est architecture durable, notamment chez nous, ce qui a été fait depuis la nuit des temps à l'époque, très bien fait par les Polynésiens, l'utilisation de la ventilation naturelle, etc., ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, ou beaucoup moins aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des carrés en béton, bien souvent qu'on vitre, donc compliqué après de rafraîchir tout ça, donc surconsommation énergétique, compliqué aussi, je fais une petite parenthèse, mon autre casquette santé, sécurité, à trouver après, à bien aménager à l'intérieur des locaux pour que les gens puissent travailler correctement. Donc cette notion d'achat, depuis l'éco-conception, qui fait partie de l'économie circulaire, on en est tous responsables, qu'on soit consommateur, qu'on soit acheteur dans une entreprise ou qu'on soit acheteur public. Et je pense que c'est ce qui est important aussi, c'est qu'on comprenne tous que cet acte d'achat, il a un impact fondamental dans tout ce que l'on a dit ce matin et dans toute la chaîne. Au bout d'un moment, quand on fait quelque chose, quand on fabrique la chaise qui a été évoquée au départ, c'est effectivement pour un besoin et c'est pour quelqu'un. À partir du moment où ce quelqu'un il n'existe plus, ou à partir du moment où celui qui veut la chaise, il explique qu'il veut une chaise, mais qu'il veut une chaise qui a une valeur, quand je dis valeur, là, les valeurs dont on a parlé aujourd'hui, sociales et environnementales, là la donnée elle change. Et cet acte d'achat, il est fondamental pour faire évoluer tous ces enjeux de développement durable que l'on connaît tous et qu'on partage ici ce soir, enfin aujourd'hui. Il y a une autre question donc... Vas-y Sylvie. Tiens le micro. À l'international aussi, l'économie circulaire, même si on parle de circuit court, ça s'exporte. Et le RSE, c'est une dimension qui est primordiale, qui est de plus en plus pris en compte par les gouvernements en Afrique, notamment, qui en ont peut-être assez de voir arriver les projets chinois all inclusive, je construis, je finance, finalement je n'apporte pas de valeur dans le pays. Et la force des entreprises françaises, c'est d'avoir cette notion-là de RSE, de faire participer l'économie locale à ce qu'elle monte en valeur, en compétences, et laisser un héritage derrière. Et tout ça s'exporte, est un atout essentiel maintenant dans une réussite à l'international sur des pays en développement. Oui, bonjour. Selon ma perception, ici en Polynésie, la problématique, peut-être en matière d'économie circulaire, maintenant, c'est de passer un peu à l'échelle. Olivier parlait de mettre du lien entre les entreprises et les associations. Je félicite le Club EPER, effectivement, les quelques pionniers entrepreneuriaux qui se sont engagés dans cette démarche depuis quelques années. Mais je pense que déjà,
créer du lien entre les entreprises déjà. On a un tissu quand même de 28 000 entreprises ici. Et je pense que justement les initiatives qui ont été prises par le Club EPER devraient connaître un peu de la généralisation. Et ici, je pense qu'il y a une échelle de projection aussi qu'on pourrait faire en matière d'économie circulaire dans le milieu des entreprises. C'est par exemple la zone de Punaru. On a un complexe d'activités là de plusieurs dizaines d'entreprises où justement les inputs des uns peuvent être les outputs des autres et vice-versa. Les intrants des uns peuvent être les produits, voilà, les déchets des autres, et les déchets des uns peuvent devenir les produits des autres, les matières premières des autres. Et là, il y a, à mon avis, lorsqu'on voit les expériences en Europe notamment, il y a souvent des effets de démonstration qui sont faits dans des complexes d'activités comme ça. En France, il en existe un, je crois, qui est visité par de nombreux visiteurs du monde. Dans un pays scandinave, je crois qu'il y a un autre complexe industriel qui justement démontre les effets d'interaction entre entreprises, justement. Et ici, je pense qu'il y a vraiment une problématique pour que l'économie circulaire s'élargisse un peu plus dans le milieu des entreprises. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. En matière, vous parliez, monsieur le directeur général de l'ADEME, dans le milieu commercial. Effectivement, on en est à des balbutiements pour l'instant. Déjà, l'usage du sac plastique, on a encore un peu de retard, à mon avis, déjà dans la prise de la réglementation. Donc il y a encore beaucoup d'initiatives à partager dans le milieu des entreprises, à mon avis. C'est très intéressant parce que, par exemple, ce qui pourrait manquer, c'est une sorte de cartographie de l'ensemble des données des entreprises. Et tu parlais d'initiatives locales, mais il y en a une qui existe, qui est en train d'émerger, qui est lancée par un jeune qui s'appelle Lou, qui est ici, qui s'appelle Fenua Data. Lou a pour ambition, je me permets d'en parler parce que je le connais et je connais bien son projet, Lou a pour ambition quelque chose qui est finalement très simple et très ergonomique, c'est de se dire, pour encourager l'économie circulaire, il faut que les entreprises soient au courant déjà que leurs déchets peuvent intéresser d'autres entreprises, mais également savoir qu'est-ce qu'elles peuvent recevoir de ces entreprises-là. Il n'y a pas d'outils aujourd'hui. Donc si on pense un petit peu technologie digitale, etc., le digital peut être un support de simplification de cette donnée-là. Pourquoi pas avoir une espèce de carte, une cartographie comme un Google Maps. Je clique et je vois l'ensemble des flux entrant et sortant de l'île. Et on peut mieux les gérer, les monitorer, tout simplement les recenser et donc améliorer l'efficacité de cette économie circulaire. Alors moi, je rajouterais que pour s'orienter vers la transition énergétique, écologique et vers l'économie circulaire, je rejoins Monsieur Leroy, en fait, il faut sensibiliser la population parce que c'est elle qui va changer. Pas seulement les associations ou les entreprises, mais toute la population. Et pour cela, il faudra enfin s'inspirer de l'exemple des pays scandinaves. Moi, j'aime bien ce qu'ils font parce qu'ils sensibilisent à l'école, ils sensibilisent dans les familles, ils sensibilisent toutes les générations et on voit que ça prend en matière environnementale, et je pense qu'il faudrait le faire ici. Donc il faudrait qu'on commence par les familles, et c'est très bien ce que fait l'ADEME effectivement, avec les familles zéro déchet, mais après, l'école. Et c'est comme cela qu'on pourra reformater de façon judicieuse les pensées des générations à venir, quitte à sacrifier une génération qui est réfractaire. C'est pas un souci, mais il faut y arriver. Je pense que la génération montante, elle est bien partie, et si on l'accompagne aussi, ce serait formidable. Voilà. Alexandre ? Oui, je me permets juste de rebondir sur le sujet. L'ADEME cofinance avec le pays des spectacles de marionnettes, Tiao et Taporo, depuis de nombreuses années, pour aller dans les écoles, présenter les réflexes de cette économie circulaire, présenter les déchets, pour essayer vraiment de sensibiliser. Décidément, c'est un complot. Parce qu'il y a un point important, un mot magique qu'on n'a pas encore abordé, et on en voit autant ici qu'ailleurs dans le monde, c'est la publicité. Parce que le sujet citoyen, et on le voit actuellement en France dans la fameuse loi dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des tentatives d'interdiction de certains types de publicité, notamment pour la SUV ou les pick-up, qui sont un produit assez à la mode locale, en expliquant, quand on parle du besoin, voilà, tout le monde n'a pas besoin d'un pick-up. En tout cas, peut-être en Polynésie, peut-être plus qu'ailleurs, mais à Paris,
c'est pas évident de justifier ces questions-là. Donc, la publicité, les éléments de récit, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, parce qu'on va dire pendant très longtemps, il y a eu un discours par rapport à tous ces sujets-là qui était pas positif. On était un petit peu dans quelque chose, on faut interdire ça, on va punir, Et il n'y avait pas les notions positives. Donc là, on essaie de faire émerger, c'est un débat qu'on a nous à l'ADEME au niveau national avec les publicitaires, donc c'est pas facile, parce que le modèle économique des publicitaires, c'est de vendre plus. Donc ils vont nous faire des publicités. Donc on essaie de travailler sur des notions positives, sobriété, frugalité, en faire des choses positives. Donc de travailler sur des éléments de récit. Et je pense que si on ne gagne pas cette bataille-là, ça va pas être simple de combat, parce qu'on va rester dans un entre-soi de personnes qui sont convaincues, qui militent à leur échelle, mais le gros, de la population, lui, va être encore soumis à des injonctions de consommation contradictoires. D'un côté, vous avez des messages de la puissance publique, que ce soit le pays ou l'État, vous expliquant qu'il faut faire attention à la consommation, économiser l'énergie, et en même temps, on vous invite à des dépenses énergétiques, des dépenses de voyage, des dépenses... Donc ça, c'est quelque chose aussi en termes citoyens qu'il faut absolument aborder. Et j'avoue franchement que je n'ai pas la réponse. Là, on essaie de travailler, nous, avec le monde de la publicité, parce qu'ils sont clés. Donc on travaille et on essaie de modifier les formations qui sont délivrées dans les écoles de marketing et de publicité. Mais là, vous touchez à la citadelle. C'est carrément notre modèle de société qu'il faut réinventer. On avait une question dans le public. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors je voudrais prendre en compte les questions. Je rebondis juste sur la sensibilisation. Et en fait, vous avez parlé d'actes responsables. Et je trouve que souvent, on ne sait pas en tant que consommateur. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je travaille dans l'énergie et beaucoup de gens, des fois, me disent oui, mais est-ce que c'est vraiment bien les panneaux solaires ou est-ce que c'est vraiment bien les batteries lithium? Donc, déjà, là, il y a eu de plus en plus de réflexions sur l'énergie grise et est-ce que finalement, c'est vraiment vertueux ce que je propose? De la même façon, en tant que consommateur, des fois, on ne sait pas. Par exemple, il y a des applications pour... là, je peux récupérer les vêtements d'un tel qui n'en veut plus. Génial. Oui, mais en fait, il y a du transport. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, finalement, aller poser mes vêtements dans un bac à vêtements où il y aura un seul transport qui va récupérer les vêtements de 50 personnes ou passer par ce type d'application? Et voilà. Et vous avez parlé du transport. Vous avez dit, oui, c'est négligeable par rapport, en tout cas, au fait d'enterrer un déchet, j'entends, mais voilà, en tout cas, on se pose la question des fois, oulala, peut y avoir un effet rebond sur ce que je crois être vertueux dans cette économie circulaire, et comment avoir le plus d'informations pour essayer d'agir vertueusement, quand en tout cas on essaie de le faire, mais sans rebond derrière. Oui. Alors, simplement, c'est vrai qu'il y a une culture, on va dire, dans la culture des déchets, il y a eu le principe de proximité. Donc voilà, quand on a imaginé tous la réglementation de déchets, on a dit en gros, il faut que les déchets soient traités localement. Sauf que je pense que quand on a fait ça, c'est les années 70, personne n'avait en tête la multiplication aujourd'hui de la facilité de transport, la baisse du coût des transports et même sa facture énergétique. Et on le voit, un truc tout bête, le transport de l'eau en bouteille. Et tout le débat qu'on a en France actuellement sur la consigne ou non, le sujet, il est lié au fait que vous avez une boîte comme Evian qui envoie de l'eau dans le monde entier et que s'ils envoient leur eau dans des bouteilles en verre, vous avez une facture carbone qui est démentielle par rapport à des bouteilles en PET. Donc c'est sûr que ces sujets-là d'analyse de cycle de vie que nous on porte à l'ADEME aussi de plus en plus font partie des réponses et des demandes des consommateurs, mais il faut les simplifier pour que, ça rentre sur un emballage et que ça soit compréhensible et compréhensif par la majorité des personnes. Donc on a le débat là sur les vêtements, l'affichage environnemental, sur les différents labels, et je terminerai par ça. Et on se heurte à un nouveau risque qui s'appelle le greenwashing, où vous avez des personnes qui développent eux-mêmes des labels et qu'il faut parfois les démonter, mais ça prend 10 ans avant de pouvoir démontrer qu'ils se foutent de la gueule du monde. Juste finir sur un appel à projet de l'ADEME, et après on est obligé de couper. Et je vous invite à venir voir nos intervenants à la fin pour ceux qui veulent poursuivre le débat avec eux. Merci. Je voulais juste signaler qu'il y avait un appel à projet qui était en cours sur l'économie circulaire, pour lequel on avait initié un certain nombre de discussions, notamment sur la vallée de la Pounaroux, qui avait été évoquée dans le cadre des comités de gestion. Donc nous sommes à votre disposition à l'ADEME, un appel à projet qui est mené en collaboration avec le pays sur cette économie circulaire, et on sera bien évidemment à vos côtés pour pouvoir porter et accompagner vos projets. Merci beaucoup. C'est un sujet passionnant qui pourrait être continué pendant de nombreuses heures. Merci à tous les intervenants.
Je vous retrouve tout à l'heure pour un Smart Meeting dédié à la valorisation de nos patrimoines culturels et naturels. À tout à l'heure.